Saviez-vous que l'homme du néolithique pratiquait déjà la trépanation, que la mouche Drosophile a énormément contribué à la connaissance de notre cerveau? Vous saurez tout et bien d'autres choses sur notre cerveau en parcourant cet atlas publié par Glénat et Le Monde. Ouvrage sous la direction de 4 chercheurs. Bienvenue Richard Frakowiak. Vous êtes neurologue et co-auteur de cet atlas, de ce livre. Alors c'est passionnant, c'est très bien illustré, mais on va faire un petit peu d'histoire, comme dans ce livre. Depuis quand l'homme s'est-il intéressé à son cerveau? Bon, c'est très difficile à dater exactement, mais bien quelques millénaires avant Jésus-Christ. Parce qu'on trouve des crânes qui ont été trépanés, des suggestions. Ce qu'on ne sait pas si ces trépanations étaient pour des raisons médicales ou pour des raisons religieuses ou des rites ou autre chose. Ou même s'ils étaient faits post-mortem. Voilà, ça reste toujours assez... Ça reste toujours un petit mystère. Alors, quelles sont pour vous les étapes majeures? C'est vrai que l'homme s'est intéressé au cerveau, alors il y a eu les anatomistes. Enfin, pour vous, quelles sont les grandes étapes? Pour moi, c'est assez particulier parce que j'ai travaillé avec le deuxième scanner du monde, hein, à Londres. Et donc... Pour moi, c'était un émerveillement que d'ailleurs on a essayé de traduire dans ce livre. C'est pour ça qu'on a utilisé beaucoup d'images, une des raisons. Et c'est parce qu'on arrivait à regarder dans le cerveau sans l'ouvrir. Et le grand problème avec les connaissances en neurologie, j'étais médecin, et nos connaissances du cerveau humain, c'était qu'il y a cette chose-là qui est dure et il faut l'ouvrir pour voir. Et bon, effectivement, dans les maladies, etc., on peut ouvrir le crâne, on peut regarder certaines choses, on peut examiner le cerveau post-mortem, mais de comparer avec ce qui est normal était extrêmement difficile. Et donc, on n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Donc là, arrive le scanner, puis ensuite l'imagerie par résonance médicale. Alors là, c'est la révolution. Là, ça vous donne quand même accès à énormément de choses, à notre cerveau. Il y avait une deuxième petite révolution entre les deux, c'était le scanner TEP. La tomographie à émission de positons, qui était un scanner qui était tout particulier parce qu'il n'examinait pas la structure du cerveau, ce que fait le scanner, mais qui examinait les fonctionnements des différentes parties du cerveau. Donc on arrivait à faire des tâches par des cobayes, des êtres humains bien sûr, ou des patients, et on arrivait à distinguer différentes parties du cerveau qui s'appliquaient dans ces tâches. Mais tous les deux, le scanner comme le TEP, utilisaient l'irradiation. Et donc le grand avantage d'IRM, c'est qu'on n'avait plus d'irradiation, donc tout était très sécure. On pouvait faire des milliers d'IRM dans la journée. On pouvait poursuivre des processus dans le temps. Donc, ça rajoutait une quatrième dimension, pas seulement les 3 dimensions, mais aussi le temps. Mais c'est vrai que ce qui est fascinant quand on lit cet atlas, quand on le feuillette, c'est-à-dire qu'après on se demande quelle zone de notre cerveau est en train de réagir. Parce qu'en fait, c'est ce que nous permettent donc tous ces clichés, c'est de comprendre comment le cerveau réagit. Donc, au début, c'était un peu comme ça. Il y avait une grande bataille depuis le début du XVIIIe siècle jusqu'au scanner, en fait. Est-ce que le cerveau, quand il fait des choses comme la lecture, ou la personne parle, des émotions, est-ce que c'est le cerveau entier qui travaille et qui rajoute, ou est-ce qu'il y a des aires spécialisées? Donc, nous savons que ce n'est pas des aires spécialisées, mais c'est des interactions entre des aires différentes. Et donc, c'est cette dynamique entre toutes les aires du cerveau qui est traduite dans les différentes fonctions du cerveau, les plus complexes comme les plus simples. Alors, nous possédons combien de neurones? Ça se compte en milliards, hein, c'est ça? Ah oui, des milliards. Et alors 10 à la puissance 11, si vous voulez savoir. Tout à fait. Mais alors, est-ce que c'est vrai qu'à partir de 20 ans, elles se détériorent, ces neurones? C'est un peu compliqué parce qu'au début et pendant l'enfance, c'est les connexions entre les neurones qui sont très nombreuses et qui s'accroissent. Il y a de plus en plus de connexions qui se font entre les différentes cellules. Et puis vers 15 ans, ça commence à diminuer. Donc avec la maturité, on a établi la structure quasi définitive du cerveau.
Évidemment, il y a des choses qui se passent de seconde en seconde qu'on appelle plasticité, qui soutiennent l'apprentissage des nouveaux langages, par exemple, ou de nouvelles choses. Alors justement, revenir sur cette notion de plasticité du cerveau, c'est-à-dire qu'il a une capacité à changer, à se transformer. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais votre cerveau change tout le temps. Parce qu'on se parle, vous enregistrez certaines choses qui deviennent plus ou moins, pour une période plus ou moins longue, établies dans votre cerveau, ce qui veut dire que votre cerveau a changé sur le plan fonctionnel et potentiellement sur le plan aussi anatomique. Il y a certaines connexions qui sont renforcées, d'autres qui sont diminuées. Et alors, comment vous la définissez, cette activité cérébrale? Elle est connectée, elle est électrique? Si on va dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe? On va dans le cerveau, on est entouré de cellules. La première chose. Et la deuxième, c'est que ces cellules sont interconnectées. L'activité dans une cellule électrique, mais quand une cellule arrive sur l'arbre qui reçoit toutes les autres cellules qui lui parlent, il y a là une transmission chimique. Et c'est pour ça qu'il y a certains molécules chimiques qui nous éveillent, qui nous excitent, qu'on achète illégalement et des choses ainsi de suite. Parce qu'on peut moduler ces choses-là. Et la médecine essaye de moduler ces transmetteurs dans des cas de maladies psychotiques, dans des cas de grande dépression et ainsi de suite. Et est-ce que ça avance, est-ce qu'on commence à si bien connaître le cerveau qu'on se dit qu'on va pouvoir soigner des maladies comme on les soigne, hein, Alzheimer, Parkinson? Est-ce que vous pensez que les progrès vont aller de plus en plus vite grâce aux IRM? Certainement. On est allé assez vite en Parkinson, par exemple, où on introduit des électrodes, utilisant l'IRM pour trouver la cible, pour insérer des électrodes, pour qu'une opération puisse être faite sans effet secondaire. Donc ça, c'est une chose. Mais il y a deux grands défis devant nous où on sait quasiment rien. Les maladies psychiatriques et les dégénérations qui emmènent à la démence et d'autres maladies neurodégénératives associées à l'âge. Mais pourquoi? Parce que il y a deux raisons. D'abord parce qu'on ne connaît pas les causes. Parce que pour traiter, il faut connaître la cause, à moins qu'on veut traiter que le symptôme. Et la deuxième chose, c'est parce qu'on n'a pas encore une vision d'organisation du cerveau sur toutes les échelles d'organisation. Mais c'est troublant, vous dites qu'il reste mystérieux. Il reste très mystérieux parce qu'on a énormément de connaissances, très ponctuelles. Il y a à peu près 25 prix Nobel autour de cette histoire depuis 100 ans, dans 3/4 européens. Mais comment mettre toutes ces connaissances ensemble, c'est ça le grand défi. Et c'est un défi où l'informatique va nous aider et commence à nous aider. C'est-à-dire l'intelligence artificielle, les algorithmes? Les algorithmes, l'intelligence artificielle, comment questionner des grandes bases de données, quelles données mettre ensemble, comment les mettre ensemble, tout ce qui est analyse et collection de données. Et des grandes données, des mégadonnées, comme on les appelle, avec des supercomputers, là, il y a vraiment une porte qui s'ouvre. Et ça va être extrêmement excitant sur les prochains 50 ans si les téléspectateurs ont des enfants qui veulent savoir quoi faire dans le futur. C'est une neuroscience. Et ben voilà, c'est dit, faites des neurosciences, c'est bien. Nous avions tout à l'heure notre invité qui voulait être médecin, on va lui rappeler. Voilà. Merci beaucoup Richard Frakowiak d'avoir été l'invité de 64 minutes.